Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission La question du jour, une émission qui passe tous les vendredis, vous le savez bien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental de la société, le serment d'Hippocrate et l'éthique professionnelle des médecins congolais, défis et perspectives. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit du docteur François Nkokolo. Il est le secrétaire national, c'est comme ça qu'on dit, du Conseil national de l'Ordre des médecins. Sur la base de nos questions, il va nous éclairer sur cette problématique. Docteur, merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas dans votre cabinet. Nous aimerions quand même savoir, question basique, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, quand on parle du serment d'Hippocrate, c'est quoi exactement? Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'être passé chez nous. Bien sûr. Ça nous donne l'occasion, parce que la plupart du temps, les gens se plaignent que l'ordre de médecins ne communique pas. C'est une opportunité que nous allons discuter ensemble. Alors, le serment d'Hippocrate, on va dire, c'est le texte fondateur de la déontologie médicale. On doit dire ça comme ça dans un premier temps. C'est-à-dire qu'un médecin sans déontologie, c'est comme un bateau sans boussole. Il doit être à mesure de travailler et satisfaire le malade. Voilà, sinon la société. Donc, serment d'Hippocrate égale texte fondamental, père fondateur de la déontologie médicale. D'accord, mais qu'est-ce qu'il représente pour les médecins congolais aujourd'hui? Non, dans la pratique. D'abord, il ne faut pas qu'il ait une particularité, sinon on va donc... Parlons des médecins. Oui, non, ça ne doit pas être une particularité pour les médecins congolais, sinon ils vont penser un peu comme ce qu'on dit à la cité, l'heure de l'Africain. Donc non, il venait à 17h, il s'amène à 17h30, il dit non, c'est l'heure de l'Africain. Non, le serment d'Hippocrate doit être universel, c'est clair. Il n'y a pas à dire une particularité. Il est évident que lorsqu'il y a la récréation, il y a le désordre. Et c'est peut-être pour ça le rôle de l'ordre de médecins, et on va en parler, j'espère. D'accord. Quand on parlait de récréation, qu'est-ce que ça veut dire? Non, quel rapport il y a entre récréation et le serment d'Hippocrate? Non, c'est déjà dire que depuis que nos anciens, nos maîtres ont existé, il n'y avait pas l'ordre national des médecins. Il a été créé, pour la petite histoire, en 1997, l'ordre des médecins au Congo. Et donc, vous imaginez que sans loi, sans ordre au sein de la corporation, ça représente une récréation. Et il en est ainsi depuis un bon bout de temps. Et justement, comment est-ce que l'ordre national des médecins veille à ce serment d'Hippocrate? Alors, expliquez-nous. Il doit veiller au serment, à la déontologie, parce que l'ordre a un certain nombre de missions. D'abord, s'assurer que celui qui travaille comme médecin le mérite par son diplôme. Et donc être inscrit. Quand il n'est pas inscrit, il ne devrait pas travailler en tant que médecin. Deuxièmement, s'assurer qu'il est inscrit certes, mais qu'il respecte la déontologie et l'éthique. Parce que l'éthique, je l'ai dit un peu tantôt, l'éthique c'est pour que la population, le patient se sente à l'aise. Et 3, on ne peut pas abandonner un collègue qui est injustement condamné. C'est aussi ça, la protection du médecin lorsqu'il est injustement condamné. Parce que même le serment d'Hippocrate n'a pas pour vocation remplacer la loi juridique. Mais quand un collègue est manifestement condamné, sans raison, c'est aussi le rôle, et sans oublier aussi le côté social. Si un collègue est malade, il est éprouvé, l'ordre des médecins doit faire face à ça. D'accord. Et si je comprends bien, vous n'allez pas de cabinet en cabinet, d'hôpitaux en hôpitaux pour regarder si réellement la déontologie est respectée, ou bien vous restez dans vos bureaux? Alors, mais ça, c'est une question pertinente. Je voudrais d'abord dire ceci. L'ordre national, de façon squelettique, c'est d'abord le côté national, comme le mot le dit, mais qui s'assoit sur sa base ou ses bases qui sont les départements. Et c'est au niveau des départements que tout commence. C'est-à-dire que c'est à ce niveau qu'il y a l'inscription. Maintenant, aller dans les bureaux, dans les hôpitaux, c'est un devoir.
mais nous devons le reconnaître, nous sommes en train d'arriver. Lentement, mais sûrement. Mais ce qui est fondamental, c'est de toiletter d'abord. Parce qu'avant, je l'ai dit, avant de s'attaquer à la déontologie, il faut d'abord savoir si celui qui travaille, c'est un pont, plutôt un faux, ou bien un vrai médecin. Mais quand vous dites faux, ça veut dire quoi? Mais vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant que même en France, il y a des faux médecins. Au Congo, il y en a? Qu'on décèle à longueur de journée. Au Congo, il y en a? Non, est-ce que vous savez qu'en France, ça existe? Non, c'est vous qui m'apprenez. Ah ben voilà, je vous l'apprends. Je parle du Congo. J'en arrive. Non, parce que très souvent, quand la France, quelque chose existe chez nous, on dit c'est possible. Donc, vous dites non, si. Je n'ai pas les références de façon exacte, mais je pense que depuis le début de l'année, le conseil départemental de l'ordre national, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Brazzaville, que je salue en passant, a déjà décelé, je crois, 2 ou 3 faux médecins documentés. Ce n'est pas un secret de polichinelle, ça existe. Comme il y a des faux journalistes, je pense. Comme il y a des faux policiers. Voilà, donc juste dire que le rôle de l'inscription au tableau de l'ordre, c'est pour déceler qui est faux, qui est vrai. Comment ça se passe l'inscription? Expliquez-nous un peu la démarche. Oui, la démarche, c'est quoi? Premièrement, moi, je sors de l'école, j'ai mon diplôme, superbe. Docteur, etc. Voilà, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, quand on sort de l'école, on a son diplôme. Dans la logique, on ne peut pas aller travailler si on n'a pas un numéro d'inscription. Et pour s'inscrire, on va au département, on ne vient pas au national, au département. C'est-à-dire que tout médecin qui exerce dans une ville X doit savoir où se trouve le siège départemental de sa ville pour qu'il aille se faire inscrire. Et naturellement, entre autres pièces, on doit d'abord savoir si on est congolais. Ce n'est pas interdit aux étrangers, mais nous, il faut nuancer. Un étranger qui est en règle dans notre pays, qui a ses diplômes, et peut s'inscrire. Mais sinon, si je parle pour le cas du Congolais, il a terminé, il vient au département, il apporte son diplôme, entre autres, je disais, certificat de nationalité, casier judiciaire, un peu comme dans tous les contextes, pour se faire enregistrer. Voilà, on paye ses droits et on attend que le département fasse l'enquête. C'est ça vraiment leur créneau. Ils ont toujours, et ils le font bien, ils sont patients pour ça. C'est pour ça qu'ils ont décelé les faux médecins. Ils mènent des enquêtes. En tout cas, même si la personne, le Congolais, a son diplôme dans n'importe quelle ville de la planète, ils ont le devoir de rentrer en contact avec cette université pour savoir si le diplôme est réel. Bon, ça c'est un problème théorique, hein. Moi je parle un peu de la théorie, mais la pratique, est-ce que tous les médecins qui exercent au Congo, justement, ont suivi cette démarche? Alors ça c'est intéressant de le dire. Je l'ai dit, nous sommes en train d'arriver. S'il y a des faux, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas suivi cette démarche. Mais sur les 135 qui existent dans le département de Brazzaville, ceux-là sont inscrits au tableau de l'ordre départemental de médecins à Brazzaville. Ça, ils sont 135. Ceux-là sont inscrits. Ceux-là, ça voudrait dire que le département a bien vérifié l'authenticité de leur diplôme. Ceux-là, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes encore en train de travailler. Si on vous dit qu'on a la totalité, on a tout le monde déjà recensé et autres, ça serait faux. Mais c'est ça le rôle et le point ultime. D'accord. Sur l'éthique, parlons-en. Quels sont les manquements que l'ordre a déjà décelés? Si vous pouvez parler ça. Je suis un peu embarrassé. Un peu embarrassé parce que j'ai un président au-dessus de moi. Un président et même un vice-président. Il y a certaines choses où ils sont mieux placés. Mais tout le monde est au courant qu'il y a la décadence des mœurs. Le président de la République en fait part tout le temps. Hein? Le médecin. Vous voulez parler de la corruption? Il n'y a pas que ça. Quand il parle des antivaleurs, il n'y a pas que la corruption. Il n'y a pas que la corruption. Le fait de ne pas venir au boulot, le fait de prendre les patients et les amener au cabinet médical alors qu'ils n'ont pas forcément l'argent. Ça existe, ça? Mais bien entendu, c'est connu de tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Le cabinet médical, c'est pour quelqu'un qui a ses moyens. C'est pour les riches. Mais dans une société, il n'y a pas que des riches. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent être soignés là où ils doivent le faire, doivent être soignés, notamment à l'hôpital.
Et d'ailleurs, le souhait, c'est que même tout soit subventionné. Peut-être pour ça que le Camus a été lancé. Si tout le monde est pris en charge, peut-être que même les cabinets vont diminuer avec le temps. Mais ils seront toujours là parce que la santé, c'est toujours le côté privé et le côté public. Mais il y a une question que vous semblez un peu éluder. Je veux parler un peu de la corruption au niveau des médecins, avec ce qu'on appelle toujours des merci docteur. Merci docteur. Est-ce que c'est un facteur aussi qui est visible dans votre corps? Ça, c'est vous qui le dites cette fois-ci. Non, je pose la question. Ah ben d'accord, parce que j'ai eu l'impression que vous le dites. Non, je pose la question. J'ai pas mené l'enquête dans ce sens pour dire que, de façon documentée, tel médecin s'est comporté dans telle ou telle situation. Ce que je sais, c'est qu'il y a des plaintes. Maintenant, vous savez qu'en tant qu'intellectuel, surtout au niveau où je suis, je ne peux pas dire des choses sans preuve. Ça serait pas sérieux du tout. Mais si l'ordre existe, c'est pour voir toutes ces choses. Et donc, si on a déjà décelé de faux médecins, vous êtes sûr que des fausses valeurs n'existeraient pas? Ça, c'est sûr. Mais de façon documentée, X, Y, je n'en ai pas une preuve. D'accord. Imaginons qu'effectivement ça existe. OK? Oui. Quels sont les mécanismes que l'ordre met en place pour sanctionner? Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, dans la loi qui nous crée, tout ça c'est prévu. Jusqu'à, pas expulsion, il y a jusqu'à... Radiation. La radiation, merci. Jusqu'à la radiation, ça existe. Ça c'est clair. Donc, un peu comme dans toutes les structures de sanctions, il y a l'échelle, blâme, inscription au dossier, ainsi de suite, jusqu'à la radiation. Ça, c'est connu. Ça, c'est bien documenté là-dessus, dans la loi qui crée, et même dans le règlement intérieur, et même dans le décret de la déontologie médicale. Donc, ça, c'est clair que celui qui se fera prendre, ça sera malheureux. Ça sera malheureux. Est-ce que depuis que vous avez déjà commencé votre travail, vous avez déjà sanctionné un médecin? Mais quand on parle qu'on a eu un faux médecin qui a été sanctionné, vous aurez souhaité que ça soit fait par moi ou bien par l'organisation? Non, je parle de l'ordre. Ah, mais voilà, l'ordre a déjà... Je vous ai dit qu'il y a 2-3 médecins qui ont déjà à Brazzaville. Je n'ai pas le cas de Pointe-Noire à Brazzaville qui ont été décelés comme faux médecins et donc retirés de l'échiquier de médecins. Maintenant, il faut qu'on vous le dise, la sanction pénale ne relève pas de l'ordre national. Si le ministère est au courant, c'est au ministère certainement de poursuivre ce genre d'individus véreux. Parce qu'au-delà de ça, c'est la mauvaise médecine qu'ils appliquent et le côté mercantiliste. Voilà. Donc, c'est vrai, il y en a des médecins qui ont été sanctionnés pour avoir été des faux médecins. D'accord. Parlons un peu de ce que vous avez dit, j'emprunte votre expression, la mauvaise médecine, la fausse, etc. Bon, imaginez-vous qu'il y a ce qu'on appelle une erreur médicale. Erreur médicale. Ça existe, non, l'erreur médicale? Oui, puis vous êtes interpellé ou alors on fait recours rapidement à la justice? Alors, l'erreur médicale. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle erreur médicale. Oui, un diagnostic mal posé, vous avez fait une opération, c'est pas là qu'il fallait opérer, ben, la personne est morte. Appelons ça comme une erreur médicale. D'accord. Est-ce que l'ordre est interpellé? Je voudrais répondre autrement. Allez-y. Le médecin, c'est connu de tout le monde. Il a droit, il n'a pas obligation au résultat, mais il a obligation aux moyens. C'est-à-dire que là où le médecin aura de soucis, ce que vous avez bien dit, c'est quand il fera un mauvais diagnostic. Parce que le diagnostic a le traitement. Et si vous avez fait un mauvais diagnostic, c'est forcément le traitement sera mauvais. Puisque ce n'est pas ça qu'on souhaiterait soigner, que vous êtes en train de soigner. Mais si par contre le diagnostic est bien établi, le médicament approprié est bien donné, indiqué et donné, et qu'il n'y ait pas de résultat, ce n'est plus la faute au médecin. Pour les croyants que nous sommes, on le dit souvent, nous nous traitons, mais c'est Dieu qui soigne. Pour dire simplement que le médicament qu'on donne, on peut nous donner, tel que nous sommes, nous deux comme ça, on peut nous donner du paracétamol, de même dosage, pour la même cause, mais vous pouvez guérir. Moi, je ne pouvais pas guérir de ceci. Peut-être
très tôt, moi je peux être guéri aussi, mais après. Donc juste dire que quand c'est une erreur manifeste, ça, c'est pas bien pour nous médecins. Et c'est pour cette raison, un médecin pour être à l'aise, lorsqu'il sait du fond de son cœur que même si c'est dans son domaine, il a des limites, il doit faire recours aux autres. J'ai un maître, que je tairai le nom, qui m'avait appris. Il m'a dit, François, il devait m'appeler par mon prénom. François, le peu que tu sais faire, il faut le faire bien. Et lorsque tu n'arrives pas, n'hésite pas de demander, même à un plus petit que toi, lorsque tu sais qu'il peut t'apporter la solution. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé d'erreur. Quand c'est une erreur manifeste, c'est-à-dire qu'on veut être soi, c'est moi le médecin, c'est moi le plus fort, et que vous trébuchez, ce n'est pas bien. Surtout qu'en médecine, ça je peux le dire, l'actuel ministre de la Santé, nous sommes en 3e année de médecine, il nous donnait un bon cours, et puis bon, dans les conseils que tous les patrons nous donnaient, il nous dit, faites attention en médecine. Plus vous montez, plus les peaux de banane sont sur la terre. Et qu'une peau de banane égale glissade. Glissade égale humiliation. Peut-être même la prison. Donc, plus on monte, plus on doit être humble. Lorsqu'on sait que je ne peux pas arriver à traiter ou que j'ai du mal à avoir le diagnostic, faire recours aux autres. C'est pour cette raison que vous verrez dans les services organisés, il y a la visite médicale, c'est que c'est fait exprès. Vous voyez, le grand chef est là. Qu'il ait ou pas de façon précise la réponse à quelque chose, mais il interroge chacun. Et au finish, il se fait une idée. Parce que l'élément peut sortir de la poche même d'un plus petit. Donc voilà, en cas d'erreur manifeste, mais bon, nous, à l'ordre, je reviens à la question. Bien sûr. Nous, à l'ordre, on n'aurait pas le pouvoir de sanction en tant que tel. Parce que c'est pénal. Hein? C'est pénal. Les juristes sont là mieux placés. Hein? Peut-être que vous interpellerez un juriste pour qu'il nous explique un peu en cas d'erreur qu'est-ce qui est prévu. Mais nous, notre problème, c'est que dans la déontologie respectée, un médecin ne peut pas faire un mauvais diagnostic parce qu'il va faire recours aux autres, en réalité. En réalité. Ah oui. Bon, quand vous dites en réalité, c'est que, bon, depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais appris qu'il y a eu un cas d'erreur médicale ici et là, en tant qu'ordre. Hein? En tant qu'ordre, non. En tant que médecin. Oui, bien sûr. Parce que vous croyez que moi-même, je n'ai pas encore commis une erreur de diagnostic. Ça nous arrive tout le temps. Qui n'a pas entraîné la personne Mais Dieu merci pour moi. Dieu merci. C'est juste dire que ce que j'ai dit, c'est valable pour moi-même. Lorsqu'on sait qu'on est bloqué, ça ne sert à rien de se dire qu'on est le meilleur. J'ai un autre patron sénégalais qui nous disait, quand vous voyez les erreurs des autres, ne vous en moquez pas, parce que les vôtres sont corrigés aussi par les autres. Donc s'il faut corriger, vous corrigez. Et si vous êtes à l'aise avec votre collègue, appelez-le pour dire, j'ai vu tel cas, c'était pas bien, je pense qu'il faut faire comme cela. Faites comme ça, franchement. Si vous êtes humble en médecine, vous serez un bon médecin, forcément. Un bon médecin. Bon, parlons des jeunes médecins qui arrivent sur le terrain. Il a déjà son agrément, son numéro, il va travailler. Comment vous communiquez, vous, l'ordre national, pour vulgariser justement vos textes par rapport aux jeunes qui arrivent? Comment vous faites? D'abord, merci une fois de plus pour cette émission. Oui. Merci encore. Ça va nous permettre de continuer. Sinon, nous avons des groupes aujourd'hui avec la technologie, le groupe WhatsApp. Ah tiens, vous limitez au... Non. C'est pas trop petit. Monsieur le journaliste, j'ai d'abord dit, ça c'est déjà merci. Voilà. Nous avons des médias en ligne. Je n'ai pas envie de citer. Je ne vais pas faire la publicité. Merci. Nous avons des médias en ligne. Nous, aujourd'hui, par exemple, nous avons lancé la relance des cotisations ordinales pour ceux qui sont déjà inscrits depuis le mois de juillet et les inscriptions à tout moment, puisqu'à tout moment, les médecins sortent. Voilà. Et nous l'avons fait par des canaux et parfois même Radio Congo. Nous utilisons Radio Congo. Maintenant,
est-ce qu'il nous faut une chaîne pour nous-mêmes? Non, je vais parler quand même des séminaires de sensibilisation. On voit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando, à Oyo, pour rencontrer les jeunes médecins qui ne connaissent pas les principes de la déontologie comme telle. Est-ce que vous le faites? En tout cas, je fais bien votre remarque, mais en tout cas, une fois de plus, au niveau départemental, ils le font. Ils le font. De quel rythme ils le font? Mais nous, au niveau national, c'est prévu. C'est prévu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un médecin qui n'est pas informé, ce ne serait pas bien. Mais aussi, un médecin, je parle du médecin, un médecin, je vous rappelle que minimum 8 ans après le bac, qui finit la médecine et qui est surpris qu'il doit être dans un ordre de médecin, ça serait un peu étonnant. Est-ce qu'il vous enseignez ce cours-là? Il vous enseigne ce cours-là? Mais bien sûr, l'éthique et la déontologie. C'est enseigné à l'école? C'est enseigné à l'école, c'est enseigné. C'est enseigné, c'est la moindre chose. Ne serait-ce que comment recevoir un patient, comment soulager un patient, comment se comporter vis-à-vis de nous, parce que la déontologie, ce n'est pas seulement rapport entre nous, rapport entre le patient, son garde malade, mais rapport aussi avec les autres professions de la médecine. Hein? Même ceux qui soulèvent les patients, les brancardiers, il faut avoir un bon rapport avec eux. Donc ça, c'est clair, nous le faisons. Vous le faites. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous poser une question, je vais peut-être voir un peu comment vous allez agir. Parlons du contexte, manque de structure, d'accueil fiable, des salaires qui ne sont pas augmentés, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut penser de l'éthique? Est-ce que vraiment on peut avoir l'éthique professionnelle là? Le médecin n'est pas bien payé, les structures d'accueil ne sont pas viables, mais vous le demandez quand même de faire respecter cette éthique. Est-ce que c'est une question ou bien cette fois-ci c'est vous qui confirmez qu'on est mal payé? Dieu merci, hein, vous le savez. Non, vous par dites, culture. Non, vous dites, on voit des réunions à chaque fois, des grèves. Ah, d'accord. Les médecins vous grèvent. C'est que vous Non, mais, quelque chose. non, mais c'est Est-ce que l'éthique en ce moment-là peut jouer? Non, c'est un secret polichinelle. Parlez avec votre cœur. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Un médecin, pourquoi les médecins partent de ce pays? Ils partent là où ils se sentiraient un peu mieux rémunérés. La fuite des cerveaux. La fuite de cerveau. C'est ce que vous voulez dire. Nous là qui sommes restés, même parfois même nos parents, enfin nos frères et autres, puisque nous y allons en France tout le temps, parfois ils disent, mais qu'est-ce qui te prend? Viens travailler ici. Non, c'est l'amour du pays. On dit, bon, voilà, c'est la triste réalité. En ce qui me concerne personnellement, j'aime mon pays. Mais on est mal rémunéré. Alors, pour juste clairement, je réponds clairement à la question. Ne vous inquiétez pas. Je réponds clairement à ma question. D'abord, vous savez que nous sommes tous pris à la fonction publique. Et la fonction publique ne prend pas en compte la spécialité. Donc, quand vous êtes pris médecin spécialiste, on s'en fout de votre spécialité, on vous prend comme médecin généraliste. Et que le médecin généraliste, il y a certains enseignants qui gagnent mieux que le médecin généraliste vient de commencer. Nous, quand on a commencé, on était à 100 et quelques mille, et quand on enlevait les IRPP, on se retrouve avec 83 000. Actuellement, apparemment, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils sont à près de 200 000 pour un médecin. Il est rare que l'éthique marche quand quelqu'un a faim. Ça m'étonnerait du contraire. Parce que même un ventre affamé, il paraîtrait qu'il n'a point d'oreille. Ça, c'est le sacerdoce de notre cher maître, le professeur Bileko, avec l'association des médecins du Congo. Moi-même, dans ma petite posture de secrétaire national, je l'ai accompagné avec mon président, rencontrer la présidente de la commission santé et affaires sociales, où il a fait le plaidoyer. Il avait dit ça de façon simple. Arrivons à satisfaire les médecins pour qu'ils restent dans leur pays, qu'ils travaillent. Pourquoi? La plupart des médecins, nous encore, on a été brimés. On a commencé par les villages. J'ai travaillé à Dolisie. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vous l'envoyez même à Oyo, là où les structures sont quand même assez bonnes. Mais ils ne vont pas rester. Parce que quand ils ont fini de travailler, ils n'ont rien à faire. Sinon, ils sont là et ils sont à 100 000, 200 000.
Mais avec ça, il va faire quoi? Et curieusement, la société nous demande les mêmes exigences, comme vous, bien ciré, tout ça, comme... Bon, les journalistes ne sont pas aussi bien payés. Mais, vous le pensez, cette fois-ci, je peux vous poser la question. Non, c'est vous qui mettez votre salaire à découvert. Les nôtres, nous le gardons. Ah, parce que vous ne rêvez pas. Vous avez peur qu'on vous chasse de vos... Nous sommes quatre pouvoirs. Mais voilà, vous êtes un Alors, pouvoir, docteur, d'accord. donc, si je comprends bien, ventre affamé n'est pas l'oreille, c'est bon, je suis d'accord avec vous. Et je vous ramène maintenant sur la corruption. Et c'est ça qui pousse aux médecins, justement, d'être corrompus. Est-ce que vous pouvez répondre clairement? Non, mais c'est tout à fait logique. Je ne suis pas obligé d'utiliser les mêmes mots que vous pour dire la même chose. Oui, un médecin qui n'est pas bien payé, à qui on demande que son fils soit à l'école privée, à qui on demande qu'il doit aller à un séminaire pour son instruction, il doit se battre à payer le billet. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je n'encourage pas ça. Je le dis devant Dieu, je ne suis pas dans ça. Je le dis devant Dieu, je ne suis pas dans la corruption. Et qui est dedans alors? Si vous me vertuez à me poser la même question sur les médecins, il y en a d'autres certainement. Mais je vous ai dit au début que je n'ai aucune preuve en tant que secrétaire national que tel médecin, on l'a attrapé dans telle situation de corruption. Docteur, quel est selon vous l'impact, nous l'avons déjà dit, le manque d'équipements fiables pour une qualité de santé, de soins, et avec ce que nous avons dit, éthique, professionnelle? Comment vous pouvez répondre à cette question? Un médecin sans appareil, c'est un soldat sans armes. Maintenant, je ne sais pas si un soldat sans armes peut aller faire la guerre, parce que le rôle d'un soldat, c'est faire la guerre, protéger son pays. Donc, ça, c'est un vrai problème. Bon, les gouvernants, eux, ils sont bien, ils font des promesses à longueur de journée. Tant mieux. Nous, quand même, à Blanche-Gomez, là où je travaille. Vous êtes à Blanche-Gomez? Oui, je suis à Blanche-Gomez, dans l'unité d'ophtalmologie. Nous estimons quand même qu'on a été doté, même si on veut quand même encore plus. Mais imaginez-vous que vous soyez à Makelekele. Je suis ophtalmologiste, je sais de quoi je parle, Dieu merci que ça me permet de le dire. Vous arrivez à Makelekele, même une lampe à fontaine n'est pas. C'est-à-dire cet appareil qui permet d'observer comme un microscope. Ils sont encore à la torche au XXIe siècle. Comment voulez-vous qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes? Donc ça, c'est le rôle, comme d'habitude, le rôle régalien de l'État. Mais sinon, un service moins doté, un service sans matériel, c'est vraiment résultat pas du tout escompté. Alors, docteur, on va vers les dernières questions, c'est vrai. C'est vrai, on a décrit, hein? On a dit ce qui va, ce qui ne va pas. Mais quelles sont les perspectives? Il faut quand même que vous aussi, en tant qu'autre, quelles sont les perspectives au niveau de l'ordre? Je pense que c'est peut-être la question fondamentale de tout ce qu'on se dit. Oui. L'objectif au finish, c'est de mettre l'ordre au sein de l'ordre national des médecins. On ne va plus voir au finish un médecin qui est un faux médecin. Un médecin qui serait en désharmonie avec la déontologie, avec les règles qui nous dictent. On ne va plus voir un médecin dans les antivaleurs. Ça, c'est l'objectif. Juste dire qu'on ne peut pas exercer le métier de médecin. Si vous me permettez, je veux le lire. Je veux lire, comme à l'école primaire, pour dire que le serment d'Hippocrate est un texte fondateur de la déontologie médicale, rédigé dans l'Antiquité et adapté au fil du temps. Il énonce les principes moraux et éthiques que les médecins doivent respecter dans l'exercice de leur profession. C'est quoi alors? C'est eux qui renseignent notamment sur le respect de la vie et de la dignité humaine. Un médecin qui n'est pas dans ça n'existera plus au finish. Combien d'années ça va nous prendre? Mais nous n'allons pas reculer. Deuxièmement, la bienveillance et la non-nuisance. On ne peut pas être médecin et puis nuire aux malades. Que ce soit dans des mauvais diagnostics, demander de l'argent,
Imaginez-vous, nous sommes ici dans mon cabinet, je n'arrive pas à traiter, ou je sais que je ne peux pas donner, nous avons une maladie par exemple, venez aussi peut-être qu'on pourra en parler, une maladie qu'on appelle le glaucome, qui amène à la cécité irréversible. Je suis conscient que la personne est arrivée dans un contexte où il a eu une cécité irréversible, mais je continue à le recevoir pour avoir de l'argent. Ça, c'est nuisible. Ce n'est pas normal. Troisièmement, la confidentialité. Cela va de soi. On ne doit pas aller divulguer. Le secret médical. Voilà, quand même, c'est la moindre chose. Quatrièmement, la transmission du savoir. C'est un péché, je peux le dire, qu'un médecin arrive, médecin, et il ne transmet pas son savoir, comme si c'est lui qui l'a inventé. Ce n'est pas sérieux. Et puis, la probité, intégrité, et enfin, l'indépendance et le respect des lois. Parce que je l'ai dit au début, l'ordre ne va jamais prendre la place de l'inspection générale de la santé, par exemple. On ne prendra pas la place de la direction des soins, de santé et des services, pas du tout. Mais dans notre sillage, c'est les 5-6 choses-là qu'on devra arriver à faire respecter. Est-ce qu'on peut dire, je prends une image comme ça, l'ordre, ce serait donc comme un syndicat? Ah non, l'ordre n'a jamais été un syndicat, parce que le syndicat, vous savez, le syndicat, c'est à l'aide de défendre même les défendables. Hein. Moi, j'ai été un syndicat, parfois même le DG nous appelle et dit, un tel a volé. C'est documenté, a volé. Mais après, on dit, s'il vous plaît, vous êtes un père de famille, pensez à son boulot. Voilà, ça c'est le syndicat. Mais à l'ordre, non, on ne doit pas faire ça. Sinon, on se tire la balle dans ses pieds. D'accord. Et vos rapports avec le ministère, avec l'inspection, comment sont-ils les rapports? Alors, je pense que c'est des rapports beau fixe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore assisté à une activité officielle du ministère sans que nous nous soyons associés. Je n'en ai pas assisté. Et j'ai la chance que mon président me fait assez souvent confiance et que je le représente. Comme dernièrement, nous avons assisté au Conseil national de santé, voilà, à Kintélé. Donc, les rapports, ils savent que nous existons. Pour la preuve, c'est que chaque fois qu'il y a les accréditations de nouveaux centres médicaux, nous sommes toujours associés en tant qu'organe consultant. Voilà, consultatif. Voilà, c'est ça. Est-ce que, c'est une question aussi qui m'arrive à l'esprit, pourquoi vous ne pouvez pas aussi plaider pour dire, bon, dans tel centre, il manque tel matériel, à l'hôpital, il manque quelque chose, vous l'avez dit, en termes d'ordre, puisque vous dites que vos rapports sont étroits avec le ministère. Pourquoi vous ne faites pas ce lobbying? Il faut appeler ça comme ça. Vous préférez sanctionner ça? Ah non, s'il vous plaît. Oui. Nous, l'ordre, c'est médecin, malade. Ordre avec ministère. Le ministère nous consulte quand il a un souci. Il y a des services bien habilités. Il y a des endroits où on se retrouve pour ces choses-là. Par exemple, dans mon hôpital à moi, en tant que chef de service, on nous consulte, voilà, on fait des rapports. Que chacun fasse son travail. Si vous arrivez chez nous, on peut vous tirer le tiroir. Notre chef de service a dit que chaque service m'envoie un rapport, qu'est-ce qu'il voudrait comme matériel. Ça, si l'État a les moyens, on n'a pas besoin de l'ordre de médecin. Mais l'ordre de médecin a déjà dit que sans les médecins mal payés, c'est déjà des débipés d'avance. Voilà, c'est un problème. Il va falloir que l'on regarde tout ça pour qu'on fasse respecter la science. Alors, docteur, on va boucler, je crois, par cette question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent ce soir? On peut commencer par les médecins, par les patients, par les pouvoirs publics. Ce n'est pas mauvais, en guise de conclusion. Alors, d'abord, de toute façon, j'aurais dû commencer forcément par entre nous médecins. L'Ordre national, chers confrères, l'Ordre national des médecins, c'est un organe indépendant. Il ne peut pas survivre s'il dépendrait de l'État ou de n'importe qui. D'où l'intérêt que tous nous nous impliquons dans le paiement de nos droits, de nos devoirs, de nos cotisations ordinales, et bien entendu que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. De toute façon, en juillet, on a dit qu'au mois de décembre, fin décembre, c'est là où nous sortirons, où nous entendrez. Nous sortirons maintenant pour voir qui
en tant que médecin déjà, n'est pas inscrit, qui, en tant qu'inscrit, n'a pas encore payé sa cotisation ordinale. Vous allez le dire publiquement. Ah oui, on l'avait dit. Et on avait dit, on a rappelé ça, on a signé une amnistie parce que pendant longtemps, on était en éveil, ce n'était pas facile. On a dit, bon, on fait table rase sur les années passées, mais en 2025, au plus tard décembre, tout médecin inscrit doit payer sa cotisation ordinale et tout médecin, nouveau médecin, ou ceux qui ne sont pas encore, devraient se faire inscrire. Aux patients, je demanderai d'abord pardon pour ceux qui ont été vexés par le comportement des médecins que nous sommes. Mais en tout cas, l'objectif pour nous, c'est qu'ils trouvent satisfaction. Qu'ils trouvent satisfaction. Et je suis sûr, je ne voudrais pas parler au nom du président, mais je suis sûr que nous arriverons à une espèce de numéro vert qui sera peut-être au niveau national. Ça, c'est mon idée. Je n'ai pas reçu ça de mon patron, de mon président, mais peut-être nous aurons ça de telle sorte qu'on nous signale des dérives déontologiques, et même d'éthique pour les médecins. Peut-être que ça nous permettrait de voir qui fait quoi pour ajuster le tir. Et enfin, au niveau des pouvoirs publics, bon, pouvoir public, nous, tout ce que nous attendons, surtout de notre ministère de tutelle, que lorsque nous dénonçons qu'un médecin ou un centre n'est pas en règle, qu'ils mettent la loi. Parce que malheureusement, nous n'avons pas la loi pour aller fermer un centre. Ça, il faut qu'on le dise. C'est pour ça qu'on disait, l'Ordre national des médecins n'a pas le pouvoir juridique. Pour dire que quand nous, on va faire le point, on sait que tel médecin à tel endroit, il n'est pas en règle. Le centre n'est pas en règle. On fait notre rapport à qui de droit? Qui de droit, c'est l'inspection générale de la santé, le ministère. Et que ceux-là, une fois qu'ils auront nos conclusions, qu'ils appliquent la loi. Parce que seuls, nous ne pourrons pas. Et donc, je voudrais aussi terminer par vous pour dire... les médias. Ce que vous avez fait, c'est louable. Venez souvent vers nous. Parce que si on ne communique pas, on ne saura pas que nous existons même. Et j'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous sommes ouverts au dialogue en ce qui nous concerne. Merci beaucoup, docteur François Nkoukoulou. Mais je vais poser, si vous me permettez, une petite question, mais vous pouvez répondre en une seconde, sinon deux. Votre loi, elle est encore bonne, vétuste, comme on dit, désuète, la loi des ordonnances médecins? Je ne pense pas. En fait, une loi qui n'a pas encore été exploitée jusqu'à fond, on ne doit pas la trouver désuète, hein, je pense. Nous sommes créés en 97, le 21 avril. C'est la loi 06-97. Mais nous avons, donc ça c'est la création. Mais nous existons, nous avons mis les choses en marche en 2009. Vous voyez un peu combien de temps s'est passé. Ça n'a jamais été exploité. Et en 2009, le président national, notre président émérite, le professeur Hervé Iloki, est resté presque seul, le pauvre. Et donc, même quand nous, pendant 20 ans, et quand on a pris les choses à dire, faites mieux, je suis disposé à vous suivre. Venez me demander tout ce que vous pourrez. Et il a toujours fait quand nous sommes bloqués. Donc, je pense que si j'enlève 10 ans ou 20 ans, pour moi, c'est encore extraordinaire parce que maintenant, bon, c'est le règlement intérieur. Vous savez, le règlement intérieur, au moins, on peut le changer N fois. Maintenant, le jour où nous allons nous retrouver, s'il y a des choses qu'on voudra, ça peut être comme pour le Conseil national. C'est depuis 1988 où on m'a dit que ça existait. On est en train de changer certains articles. Et Dieu merci, ce n'est pas tous les articles. C'est pour juste dire que toute une loi ne peut pas être désuète. Merci beaucoup, docteur. C'est donc par là que nous allons mettre fin à notre émission de ce soir. Nous avons parlé de l'éthique. Nous avons parlé également du serment d'Hippocrate pour les médecins et toutes les réponses que notre invité a données. À nous de savoir comment justement les mettre en pratique. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Au revoir.